Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Alors que le deuxième et dernier mandat de Barack Obama touche à sa fin, notre reporter est retourné à Chicago, fief du premier président noir des États-Unis. Dans cette ville touristique du nord-est des États-Unis, la violence atteint des niveaux records. De nombreux Afro-Américains estiment qu'en 8 ans, rien n'a changé pour eux. Gallagher Fenwick. Mon Dieu, je viens d'ici. Nous sommes tous d'ici. Des larmes de sang coulent sous nos pieds. Le sang continue de couler partout à Englewood, partout à Chicago. Seigneur, nous savons qu'en ce moment même, les tirs résonnent, des gens sont tués. Il se passe tout un tas de choses néfastes. Mais nous savons, Dieu, que tu peux ôter la haine des cœurs. Chicago est secoué par une vague de violence qui atteint des niveaux records. Tous les matins, la troisième ville du pays compte les morts de la veille. Des hommes, des femmes, parfois des enfants tombés sous les balles. Mais celles et ceux qui vivent ici refusent d'être réduits à cette réalité morbide. Ils rejettent le surnom que certains ont voulu coller à leur quartier. Chirac, mélange de Chicago et d'Irak. Quand ce mec Spike Lee a débarqué et qu'il a collé cette étiquette Chirac sur toute la communauté, je me suis sentie insultée et en colère. Il n'a montré aucun respect pour les bons citoyens de ce quartier, ceux qui vivent et se battent ici tous les jours sans l'aide de personne. J'en ai marre de ces histoires. Je n'habite pas à Chirac, j'habite à Chicago. La ville a longtemps été connue pour ses musées et son centre financier. Aujourd'hui, elle reste un pôle d'attraction touristique majeur, même si l'attention du monde est désormais focalisée sur le nombre impressionnant d'homicides à Chicago. Plusieurs centaines depuis le début de l'année. Une spirale que Maria Pike et d'autres s'emploient à enrayer. L'armée des mamans, c'est leur nom. La méthode est simple. Patrouiller pacifiquement dans les quartiers réputés difficiles et aller vers l'autre. Comment allez-vous? Je m'appelle Maria. Vous vous souvenez de moi? De quoi avez-vous le plus besoin ici? Que toutes ces tueries cessent. La démarche produit des résultats concrets. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, il y avait un mémorial là-bas. Une jeune femme venait d'être tuée. Ça fait 2 ans que nous sommes ici et il n'y a pas eu un seul meurtre depuis. Pour moi, c'est une réussite. Changer l'image de ces quartiers pour attirer une nouvelle clientèle, c'est l'un des objectifs d'André et Frances Guichard. Je savais que j'allais croiser des gens connus par ici. Ces galeristes de renom souhaitent commencer par nous faire découvrir leur cantine. C'est leur manière de nous montrer que par ici, la vie peut être douce et délicieuse. Vous avez des gens comme nous pour qui cette enseigne est un deuxième chez nous, ou l'un de nos deuxièmes chez nous dans le quartier du moins. Mais elle draine aussi des habitants du quartier de Barack Obama, le quartier voisin de Hyde Park, et ses Hyde Parkers. Si la réputation du quartier voisin de Hyde Park est scellée, c'est notamment grâce à certains de ses anciens occupants, les plus illustres. S'il fallait choisir un site emblématique de l'amour de Hyde Park pour Barack et Michelle, ce serait certainement cette plaque qui est dédiée à leur premier baiser. Revenir sur les traces du couple présidentiel, c'est ce que veut cette touriste. Comme tous les locaux qui ont croisé Barack Obama, le guide a des anecdotes personnelles.
Obama fait son footing, il dépasse mon chien Sam, le regarde, s'arrête et commence à lui parler de la branche qu'il a entre les crocs. On prend à droite ici. Et du coup, on a commencé à bavarder un peu au sujet de mon chien et je lui ai souhaité bonne chance pour sa candidature au Sénat. Voir des lieux de vie, même vides, pour mieux comprendre une trajectoire qui continue de fasciner. Ça m'a toujours impressionné de me dire que le président des États-Unis vivait ici il y a 10 ans, dans un appartement qui faisait la même taille que le mien dans mon quartier, et qu'il avait un crédit immobilier comparable au mien. Il n'habitait pas dans une forteresse isolée du monde, tout ça il y a à peine 10 ans. C'est absolument incroyable. Allez, on va essayer de viser toujours plus haut. C'est vraiment super de pouvoir toucher la porte qu'il a utilisée. On s'attend à ce que ce soit derrière des barrières ou inatteignables. Un sentiment de proximité alimenté par le guide, mais aussi par celles et ceux qui vivent dans les endroits où le président a posé ses affaires pendant un temps. Son âme demeure. Et de savoir qu'il a respiré le même air que nous dans ce bâtiment, c'est magnifique. C'est un homme incroyable. Et ça fait plaisir de se dire qu'il est un des nôtres à Hyde Park. En général, la visite touristique s'arrête là où l'activisme de Barack Obama a commencé. Il a aidé les habitants de certains des quartiers défavorisés de Chicago à s'organiser pour défendre leurs droits. À sa manière, Jermaine Kelly fait partie de celles et ceux qui ont repris le flambeau. À la différence du président, Jermaine, lui, n'est pas venu de l'extérieur. Il vit là où il milite et fait parler les autres à sa place. Si la communauté était mieux subventionnée et avait plus de ressources, ça mettrait un frein à la violence. C'est la loi du plus fort par ici. On a besoin d'une voix, de quelqu'un qui parle en notre nom. Les politiciens ne représentent qu'eux-mêmes. Nous n'avons personne qui vient de nos quartiers et qui parle pour nous. Ici, les journées s'enchaînent et se ressemblent. Elles consistent essentiellement à traîner. À Chicago, près de 50% des jeunes noirs sont sans diplôme et sans emploi. L'élection de Barack Obama n'y a rien changé. Obama n'a rien pu faire de ce qu'il avait prévu. Soyons honnêtes. Parce qu'il est noir. Le Congrès a refusé de travailler avec lui. Ils ont rejeté chacune de ses idées, toutes ses idées. Arracher les jeunes des griffes de la rue, c'est justement le but de Diane Latiker. Elle ouvre les portes de sa maison à tous les enfants qui se présentent à elle. Tiens, voilà des cahiers, des crayons de couleur, des stylos. Prends tout ce dont tu as besoin. Tu ne te sens pas à l'aise et en sécurité dehors? Parfois, parce que ça tire et on ne sait pas où les balles vont finir. Lorsqu'il fait beau, elle les fait également profiter d'un terrain flambant neuf. Touché par la détermination de Diane, un riche donateur a entièrement financé ces installations. Une exception, selon la bienfaitrice. Elle accuse la plupart de ses concitoyens d'être indifférents face au sort de ses enfants. Qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? Les gens s'en fichent. À part sa famille, tout le monde s'en fiche. Ça ne les touche pas. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Loin de s'arrêter là, elle a bâti un mémorial pour marquer les consciences. Blair Holt est juste là. C'était un élève modèle de 16 ans à un lycée du coin. Et il rentrait chez lui en bus avec ses camarades quand un ado de 14 ans est monté à bord et a commencé à mitrailler. Blair a essayé de protéger une camarade. Elle a été touchée par une balle et lui est mort. Chaque pierre tombale porte le nom d'une jeune personne tuée par arme à feu à Chicago. Diane dit en avoir installé plus de 1000 en moins de 10 ans. Chacune de ces victimes avait moins de 25 ans lorsqu'elle a perdu la vie.
C'est le cas du fils de Maria Pike que nous retrouvons. Elle a rejoint l'armée des mamans après avoir perdu Ricky. Il avait 24 ans lorsqu'il a été fauché par les balles. Mais elle ne regrette pas d'avoir quitté son Pérou natal pour s'installer aux États-Unis. Ricky est né à Chicago et il adorait Chicago. C'est comme ça, c'est tout. Les 24 années qu'il a vécues valent largement l'enfer que je traverse. Pour Jermaine, l'activiste, et ses voisins, c'est l'heure du sport. Il a organisé un match dont la philosophie est simple. Occuper les corps et les esprits, tout en révélant les talents. Ok les gars, donc ce match c'est pour faire du bien à la communauté, faire autre chose que traîner dehors. On va leur montrer qu'on vaut mieux que ce qu'ils pensent. Allez, ça joue. Jermaine estime que ces événements, anodins en apparence, permettent de sauver des vies. On dit que les victimes innocentes sont des gens qui étaient là au mauvais moment parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Alors si vous avez du temps à perdre, faites des choses constructives. Désolé, je suis essoufflé. Tout le quartier est là. Il rigole, il sourit. La nuit tombée, c'est sur les ondes que Diane Latiker poursuit son combat. Elle intervient régulièrement sur cette radio locale lorsque l'animateur donne la parole aux auditeurs et aux auditrices. Le standard est saturé par les appels. Good evening, Real Talk, Real People. My son, Courtney Copeland, was murdered on the streets of Chicago. Sorry to hear that. He was a 22-year-old entrepreneur doing the right things. We raised our child correctly. I am so sorry. Je suis tellement désolée pour la perte de votre fils. What do you say? Que dit-on à un pays qui traite l'assassinat de jeunes par d'autres jeunes comme si c'était une maladie? Identifier les sources du déchaînement de violence, c'est l'objectif des intervenants. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de père à la maison, pas de mère, ou parce que toute la famille s'en fout complètement? S'il n'y a personne pour les guider et que les gangs les récupèrent comme une famille, leur donnent à manger et mettent quelques dollars dans leur poche, vous pensez qu'ils vont écouter qui? Si les politiques ne leur donnent rien, si les éducateurs et l'école ne font rien pour eux, s'il n'y a pas de famille à la maison, vous vous attendez à ce qu'ils fassent quoi? Un contexte dans lequel André et Frances Guichard sont fiers de s'être installés. Ils refusent l'idée selon laquelle leur style de vie et les œuvres qu'ils exposent jurent avec le quartier. Je crois que la galerie Guichard prend tout son sens dans ce quartier, dans cet environnement, en partie parce que nous comprenons l'histoire de cet endroit. Utiliser cet espace pour promouvoir et produire de l'art, le défi est immense. Dehors, la réalité vient de rattraper André et Frances. Ah, c'est tellement frustrant. C'est comme s'ils savaient que vous étiez là. Et moi qui viens de vous dire que ce genre de choses n'arrive jamais par ici, je me sens bête maintenant. C'est terrible. Un véhicule est immobilisé sur la chaussée, criblé de balles. Dans l'ambulance, un jeune homme de 24 ans a été touché à plusieurs reprises. La scène se déroule à quelques mètres de la cantine d'André et Frances. C'est un truc de malade. Même le dimanche, on peut se faire tuer maintenant. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tirs un dimanche, et surtout pas en face de mon lieu de travail. Je suis content qu'aucune des balles ne soit passée par nos fenêtres. On aurait pu être touchés. On cherchait d'où ça venait.
Du côté de cette voiture, ça fout la trouille. N'importe quoi pourrait arriver alors que tu n'as rien à voir avec cette histoire. Chicago est fichu, totalement fichu. Pour beaucoup des habitants de Chicago, l'élection de Barack Obama a suscité d'immenses espoirs. Au soir de sa présidence, pour ceux-là comme pour d'autres, il reste un goût d'inachevé. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En 2015, en France, presque 20 000 personnes se sont vues accorder l'asile. Une fois l'asile obtenu, reste à reconstruire sa vie loin de son pays, de sa culture d'origine. Heureusement, certains réfugiés peuvent compter sur des initiatives citoyennes et politiques pour les aider à s'intégrer. Et direction Hendaye, au Pays Basque, une ville qui a déjà fait face à l'afflux de réfugiés par le passé. Un reportage signé Julie Chouteau et Julien Cholin. Les Al-Shada sont arrivés à Hendaye il y a 2 mois à peine. Dans la famille, personne ne comprend le français. Encore moins cette langue, le Skara, parlée exclusivement dans ce petit coin de France. Au micro, le maire d'Hendaye commence la lecture. Après lui et jusqu'au soir, une centaine de personnes liront dans la langue du Pays Basque des portraits, des témoignages de victimes de guerre, de Tripoli à Kaboul. Nous sommes passés par là, en Syrie, puis au Liban. On a ressenti ce que ces gens ressentent, leur malheur et tout ce qu'ils subissent. Mouri El-Shada habite avec sa femme et sa fille un coquet appartement en plein centre d'Hendaye. Un bien personnel du maire, mis à disposition gratuitement. Leur quotidien calme tranche avec ce qu'ils ont fui. Leur maison familiale a été bombardée à Homs. Mourier en a gardé quelques images sur son téléphone. Aujourd'hui, la famille songe plutôt au futur. Je voudrais reconstruire ma vie maintenant. Trouver un travail, un logement, pouvoir gagner ma vie et aussi acheter une voiture pour visiter la France. J'aimerais bien vivre comme toutes les filles de mon âge, ce que je n'ai pas pu faire en Syrie avec tout ce qui s'est passé. J'aimerais bien reprendre mes études. J'ai dû les arrêter avant de rentrer au collège. J'aimerais qu'on arrête de nous voir comme des réfugiés. C'est un mot que j'aime pas trop. On préfère être traités comme des frères. Depuis un mois, tous sont officiellement réfugiés sous protection internationale. Il faut maintenant trouver ses repères pour devenir autonome dans cette ville qu'ils découvrent. Là, on descend, hein. Là on fait tous les magasins, hein. Et là on fera les courses. Pour cela, ils peuvent compter sur Christine qui est veuve et retraitée. Comme elle, 6 Hendaillais les aident au quotidien. Tu vois le riz, là il est pas cher, là il est très très bien sûr. Outil indispensable, un dictionnaire franco-arabe. Comme ça, jusqu'à l'office du tourisme, le bord de mer, bord de mer, hein. Voilà. Et après on reviendra tranquillement jusqu'à la place de la mairie, où vous rentrerez à la maison, hein. Voilà. Tous les mois, une cinquantaine d'Hendaillais apportent un soutien financier à la famille. En septembre, le gouvernement appelle les villes françaises à accueillir des réfugiés. La ville d'Hendaye se porte alors volontaire. Une décision comme un écho au passé. Tout ce côté là-bas, l'Espagne, d'accord? La ville marque la frontière entre la France et l'Espagne. Il y a 80 ans, la guerre civile déchirait le peuple espagnol. En 1936, sur ce même pont ici, eh bien, nous avons accueilli en quelques jours près de 10 000 réfugiés républicains et basques espagnols qui ont franchi la frontière, qui se sont retrouvés sur Hendaye, alors que la population hendayaise n'était que de 4 000 personnes. 10 000 réfugiés pour 4 000 personnes. Aujourd'hui, sur Hendaye, on accueille 2 familles, 7 réfugiés syriens, nous sommes 17 300. L'association créée cette année compte aussi le curé de la ville et plusieurs paroissiens.
Entre eux, l'accueil des Syriens a fait débat. Ils avaient souhaité, pour la plupart, même des prêtres, qu'on accueille plutôt des chrétiens d'Orient et non pas des musulmans ou d'autres religions. Moi, il me semblait important qu'on puisse accueillir toute personne qui arriverait sur Hendaye. Les pauvres ne choisissent pas, on les accueille tels qu'ils sont. La famille Al-Shada et la ville d'Hendaye ont dû patienter 7 mois avant d'obtenir le feu vert définitif des autorités. Trop long, trop compliqué aux yeux du maire. On trouvait quand même un petit peu bizarre que d'un côté il y ait un appel du pied des services de l'État, du gouvernement, et puis de l'autre des contraintes administratives que nous ne soupçonnions pas. Une fois l'asile obtenu, les délais sont plus longs encore pour trouver sa place dans la société. La plupart des réfugiés au Pays Basque passent par Bayonne et ses centres d'hébergement temporaires. La famille Raïef y est restée 1 an. Les jeunes frères préfèrent rester anonymes par peur des représailles. Ils viennent d'Azerbaïdjan, un petit pays à la situation peu médiatisée. 1 an après leur arrivée au Pays Basque, les jeunes frères Raïef ont progressé en français mais n'ont pas trouvé de travail. Jusqu'ici, l'exil leur laisse un goût d'injustice. En même situation, c'est prioritaire syriens et irakiens. Les réfugiés des autres pays qui ont obtenu déjà le statut de réfugié, ils sont toujours en attente. En Azerbaïdjan, les 3 frères et leur père avaient tous un métier qualifié. Ils ont traversé les frontières clandestinement avec femmes et enfants via la Russie et la Pologne. 7 mois après avoir obtenu l'asile, ils n'ont toujours pas de carte de séjour définitive. Ils trouvent le logement. Ils donnent l'argent, ils donnent le carte vitale, etc. Mais il n'y a pas le spécial projet pour intégrer le réfugié dans la société en France. La famille Raïef a quitté le Pays Basque pour une autre ville des Pyrénées-Atlantiques. En 2015, ce département a accueilli 184 nouveaux réfugiés, soit 2 fois plus que l'année précédente. Il y a 1 an, le 16 décembre 2015, le gouvernement italien donnait son feu vert à une initiative exemplaire proposée par la Fédération des Églises évangéliques d'Italie. La création de couloirs humanitaires entre les pays qui accueillent de nombreux réfugiés et l'Italie. Son objectif ? Arrêter d'alimenter les réseaux des passeurs et éviter de nouveaux naufrages en Méditerranée. Il s'agit de sélectionner les réfugiés les plus vulnérables, les femmes enceintes, les femmes seules avec enfants, les mineurs, les réfugiés qui vivent dans des conditions sanitaires extrêmes ou dans des lieux trop proches de zones de combat. Les transferts vers l'Italie et notamment les vols sont payés avec une partie des impôts que l'Italie reverse aux églises. Notre correspondante Natalia Mendoza a suivi un de ces corridors. C'est une visite qu'ils attendent avec impatience. Mohamed et sa famille viennent de Syrie. Ils habitent ici à Baourta, à 20 km au sud de Beyrouth. Depuis 3 ans et demi, ils sont installés dans cet immeuble, aux côtés d'une centaine d'autres réfugiés syriens. La plupart de ces familles partagent un même rêve, atteindre l'Europe. Aujourd'hui, ces humanitaires sont venus communiquer à cette famille une nouvelle qui va totalement changer sa vie. D'ici quelques jours, ils embarqueront à bord d'un avion, direction l'Italie. Maria Quinto est opératrice de la communauté de Sant'Egidio, une ONG catholique italienne à l'origine de cette initiative. Elle est venue exprès d'Italie pour coordonner ce corridor humanitaire, sélectionner les familles et les préparer à leur nouvelle vie. Il y a des mosquées là-bas? L'Italie est un pays dans lequel tous ont le droit d'avoir leur propre religion et la liberté de la pratiquer en paix. On nous pose tout le temps ces questions parce qu'ils ont peur. C'est pas une décision facile que celle de quitter sa propre terre ou un pays comme le Liban, qui est si proche de la Syrie par sa culture, ses traditions et même géographiquement. Un critère majeur a guidé la sélection de cette famille, la vulnérabilité. Leur nourrisson souffre d'une maladie congénitale et doit être opéré. Grâce au corridor humanitaire, ils ont réussi l'impossible, décrocher un visa pour l'Italie.
un précieux sésame. La chose la plus difficile pour moi dans ce monde, c'est l'état de mon fils. J'ai tout vu. La guerre, les destructions et les drames horribles. Mais la chose la plus dure que j'ai eu à traverser jusqu'à maintenant, c'est la maladie de mon fils. Quelques jours plus tard, tout est prêt pour le départ. 37 familles, la plupart musulmanes, partent aujourd'hui pour l'Italie, les valises remplies de rêves. Mais pour beaucoup, les adieux sont difficiles. Cette famille de chrétiens a fui l'année dernière le nord-est de la Syrie. Arrivés au Liban il y a 8 mois, ils ont aujourd'hui espoir de pouvoir reconstruire leur vie en paix en Europe. Ce que j'espère en Italie, c'est que l'on puisse vivre dans la dignité et surtout que mon fils puisse étudier, étudier et étudier. Arrivé à l'aéroport de Beyrouth, l'heure est à la fête. Very nice. Tous profitent pour immortaliser leurs derniers moments au Liban avant d'embarquer vers l'Europe. C'est un sentiment étrange, un mélange de joie et de tristesse. Ça fait 10 jours qu'on pleure pour Alep. Ils ont détruit Alep. Il n'en reste rien. Les personnes se font couper en morceaux. Nous sommes tristes parce qu'on a de la famille là-bas. Mon frère et mes beaux-parents y sont. Moi, je suis contente car j'ai pu sauver ma famille, mais j'ai encore des proches là-bas. Nous allons en Italie. Oui, à Rome. Toutes ces familles ont été enregistrées comme réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies. Elles voyagent avec un visa humanitaire concédé par le consulat italien au Liban. Tant de réfugiés dépensent toutes leurs économies pour payer les trafiquants d'êtres humains pour atteindre l'Europe. Grâce à cette initiative, ils réussiront à le faire sans risquer leur vie. En toute sécurité, à bord d'un avion de ligne. Dans leur visage, on lit le soulagement et l'espoir. Après 3 heures de vol, à l'aéroport de Rome, ils sont accueillis par une délégation du ministère de l'Intérieur italien et des représentants des ONG chrétiennes à l'origine de cette initiative. Benvenuti in Italia, benvenuti in Europa. La famille Younan sera logée à Rome. C'est là qu'elle déposera une demande officielle d'asile. D'autres seront transférés directement vers d'autres villes d'Italie. Mohamed et les siens seront accueillis à Turin, dans le nord de la péninsule. Comme ce couple, parti de Homs il y a 5 ans avec leurs enfants. J'ai l'espoir que notre avenir ici sera heureux. Je me suis renseignée sur l'Italie. Je sens que ce sera positif pour mes enfants. Ils apprendront la langue et s'intégreront à la société ici. Pour ce projet pilote, l'État italien ne déboursera pas un centime. Ces réfugiés seront entièrement pris en charge grâce à des fonds privés. Mais l'initiative suscite cependant des critiques. Une partie de la droite italienne dénonce l'ingérence des ONG chrétiennes dans les affaires européennes. Un choix assumé. Oui, nous voulons faire de l'ingérence dans la politique européenne parce que nous pensons que la bureaucratie ne sert à rien et quelquefois elle est aussi dangereuse parce que trop de bureaucratie peut faire mourir les gens. D'ici l'année prochaine, près de 1000 réfugiés atterriront en Italie grâce à ce corridor humanitaire, tandis que des milliers d'autres continuent à traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune pour débarquer sur les côtes européennes. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. La Chine a voté cette année une loi pour contrôler les activités des ONG étrangères. Ce texte, qui entrera en application en 2017, étend le pouvoir de la police sur ces ONG présentes dans le pays. Celles que Pékin considère comme une menace pour sa sécurité nationale devront désormais s'associer à un organisme contrôlé par l'État. Mais aussi, et surtout, cette loi donne l'occasion à Pékin de contrôler plus strictement les associations chinoises qui reçoivent aides et financements étrangers. Alors, comme vous allez le voir, elles s'inquiètent pour leur avenir.
entre Pékin et Shenzhen. Le reportage de Pierre-Philippe Berson et Charlie Wang. C'est l'un des espaces naturels les plus préservés de Chine. Dans les montagnes du Sichuan, les membres de l'ONG WWF œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement. Leurs actions sont déjà surveillées par le pouvoir chinois. Elles pourraient devenir encore plus encadrées. Une nouvelle loi prévoit de museler les activités des ONG étrangères dans le pays. WWF est le seul organisme à avoir accepté de nous recevoir pour l'évoquer. Mais devant notre caméra, pas question de critiquer le nouveau texte. Comme partout ailleurs où nous travaillons, nous obéissons aux lois du pays qui nous accueille. Donc si la loi change, nous appliquons ces changements. Hors caméra, un responsable de l'ONG veut mettre fin à l'interview. D'accord, donc vous pensez que c'est seulement la procédure d'enregistrement qui va changer? Le sujet est sensible. WWF est installé en Chine depuis 36 ans et entretient des rapports étroits avec les autorités. Mais d'autres ONG étrangères, elles, sont beaucoup plus inquiètes. Désormais, toutes seront sous contrôle du ministère de la Sécurité publique. Et elles ne sont pas les seules concernées. Indirectement, les associations locales aussi sont menacées. Comme celle de Wu Guijun à Shenzhen. Dans cette ville surnommée l'usine du monde, il défend les droits des travailleurs. Quand les ouvriers viennent ici, on se réunit autour de cette table. C'est là qu'on échange sur les problèmes qu'ils rencontrent. Il a créé son association il y a 1 an et est déjà sous pression des autorités. Désormais, le harcèlement de la police est quotidien. Ils veulent sans arrêt discuter avec moi. Alors ils m'invitent à boire le thé pour recueillir des informations. Quand on se voit, ils me demandent ce que je fais, qui sont les gens que j'ai rencontrés et d'où provient mon argent. Dans ces locaux, chaque jour, les ouvriers sont un peu plus nombreux. Wu Fengjun est couturière pour une grande marque de vêtements. Elle vient ici tous les mois. Son usine va déménager. Elle est inquiète pour son emploi. J'ai peur que les autorités limitent les actions des ONG locales, ou pire, les ferment définitivement. Parce qu'après, il n'y aurait plus personne pour nous venir en aide. Aujourd'hui, les actions de Wu Guijun sont menacées. Tenez, voici une brochure gratuite sur le droit du travail. Allez-y, prenez-le. Vous verrez quoi faire si vous perdez votre emploi et comment réclamer vos heures supplémentaires. Pour continuer à défendre les ouvriers, il a besoin d'un soutien financier et logistique d'ONG étrangères. Mais la nouvelle loi va entraver leurs possibilités de collaboration. Pour le moment, on continue à se financer nous-mêmes. Mais on aimerait se tourner vers l'étranger pour avoir des aides financières. Mais la nouvelle politique de l'État n'est pas très claire concernant l'argent qui vient de l'extérieur. Alors on ne sait pas trop quoi faire. Zhang Jiju, lui, est une figure parmi les ONG locales. Cela fait plus de 10 ans qu'il défend les droits des travailleurs. Il est une cible privilégiée des autorités. En moins de 2 ans, il a dû déménager ses bureaux 15 fois. Là, au 6e étage, c'était nos anciens bureaux. Pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Le gouvernement local nous empêchait de rester, mettait la pression sur le propriétaire lui demandant d'arrêter de nous louer l'appartement, parce qu'on défend les droits des travailleurs. Selon eux, à cause de nos actions, il n'y a pas une bonne ambiance de travail dans les usines. L'activiste nous conduit alors dans son nouveau local. Un espace tout neuf financé grâce aux 80 000 € versés chaque année par des ONG basées à Hong Kong et aux États-Unis. Zhang Jiju nous montre les actions qui ont contribué à sa renommée. Comme cette manifestation immense il y a 2 ans. Pour l'avoir organisée, la police l'a envoyé en prison. Avec la nouvelle loi, l'avenir, il le sait, sera encore plus compliqué pour lui. L'objectif de l'État avec cette loi, c'est de limiter l'existence de ces ONG qu'il considère comme suspectes, sensibles. C'est pourquoi il veut couper nos entrées d'argent pour pouvoir frapper fort contre nos activités. La loi entrera en application le 1er janvier 2017. D'ici là, les ONG étrangères et les associations locales seront obligées de repenser leur organisation, sans quoi la société civile se retrouverait totalement verrouillée. La Chine connaît un ralentissement de sa croissance et une chute de ses exportations sans précédent. Conséquence de cette baisse d'activité, les fermetures d'usines s'enchaînent et nombreuses villes industrielles sont désertées.
Dans le port de Nantong, au nord de Shanghai, les chantiers navals ferment les uns après les autres, laissant des milliers d'ouvriers au chômage. Le reportage de Clémence Dibou et Charlie Wang. Sur les bords du fleuve Yangtze, le bassin industriel de Nantong, au nord de Shanghai. C'est l'un des bastions de la construction navale en Chine. Une activité florissante ces dernières années, qui a attiré de nombreux ouvriers de tout le pays. Mais depuis quelque temps, les chantiers ferment les uns après les autres et certains quartiers prennent des allures de villes fantômes. Dans les logements alentours, la question du chômage est désormais sur toutes les lèvres. L'an dernier, avec mon mari, on a perdu notre emploi. On a dû aller chercher du travail de l'autre côté de la ville. Mais il n'y a plus assez d'activité dans les chantiers. Je gagne moins d'argent. Je ne travaille qu'une dizaine de jours par mois et ça fait moins de salaire. C'est presque pas assez pour vivre. Si ça continue comme ça, je pense rentrer chez moi dans le Yunnan. Faute de travail, beaucoup sont déjà repartis dans leur province d'origine, comme en témoignent ces dortoirs ouvriers laissés à l'abandon. Et autour des chantiers, c'est toute l'économie locale qui est fragilisée. Il y a moins d'ouvriers à venir manger. Avant, le restaurant faisait entre 100 et 130 euros de chiffre d'affaires par jour. Maintenant, c'est plutôt 50 ou 80 euros. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le futur. On va voir. Avec le ralentissement économique mondial, le transport maritime marque le pas. Les commandes de bateaux ont chuté de 40% en 2015. Même les grands groupes ne sont pas épargnés. Le chantier naval Nantong Mingde Industry était l'un des plus gros constructeurs de pétroliers dans la région. Il employait près de 8000 ouvriers. Mais faute de commandes suffisantes, il a fait faillite l'an dernier. Le chantier s'étendait jusqu'à 2 km au loin, c'était immense. Et de l'autre côté de la route, c'était encore à eux avec les dortoirs des ouvriers. Mais il n'y a plus personne maintenant. Du coup, les salaires ne sont pas bons, environ 20 euros par jour. Et pour les nouveaux, c'est plutôt 15 euros. Il y a quelques années, on n'aurait jamais vu ça. Tout le monde va mal, c'est dur pour eux. L'entreprise aurait cumulé près de 60 millions d'euros de dettes auprès des banques locales. Des chantiers bénéficiant depuis des années de prêts préférentiels et surtout de larges subventions. C'est ce qu'on appelle désormais en Chine les entreprises zombies, une activité non rentable, mais maintenue en vie grâce à d'importantes aides publiques. Et pour ce consultant auprès de chantiers navals, les gouvernements locaux ont surtout favorisé la surproduction industrielle. Leur objectif, c'était de gonfler le plus possible le PIB. C'est pour cela qu'ils ont investi massivement dans ce genre d'industrie et aujourd'hui il en résulte une surcapacité très importante dans le secteur. Car avec le ralentissement économique, on n'a plus autant besoin d'acier, de charbon, de verre ou de chantier naval. Et quand le gouvernement arrêtera de faire des prêts à ces chantiers, ils ne survivront pas. Car Pékin entend moderniser son industrie et a annoncé vouloir mettre fin au soutien public des entreprises non rentables. Mais la directive passe mal, car pour les régions, ces faillites signifient moins d'argent public et surtout moins d'emplois à offrir à la population. À Nantong, la question reste sensible. Alors que nous tentons d'interroger ces commerçants, un habitant leur ordonne de ne plus nous parler et décide d'appeler la police. Allô? Oui, venez, on voit plusieurs personnes. Il y a des étrangers ici. Pour l'instant, je suis là pour que personne ne leur parle. Les journalistes, ils me parlent de liberté de la presse. Mais là, ils sont chez nous. À terme, un tiers des chantiers navals de Nantong pourrait disparaître. Des dizaines de milliers d'emplois sont concernés, alors que la Chine, leader mondial de la construction de bateaux, cumule toujours près de 40% des commandes mondiales. Direction à présent les Philippines et la grande île méridionale de Mindanao. C'est sur ce territoire que vit la plus importante communauté musulmane de ce pays, à grande majorité catholique. Eh bien ici, les rêves d'indépendance et l'hostilité vis-à-vis du pouvoir central de Manille ne datent pas d'hier. Les combats entre armées philippines et une myriade de guérillas, la plupart islamistes, d'autres d'inspiration marxiste-léniniste, ont fait plus de 200 000 morts en 20 ans.
L'un des principaux groupes armés de la région est le Front islamique de libération, Moro. Il rêve d'établir un califat à Mindanao, alors que les thèses d'islam extrême développées ailleurs par l'organisation de l'État islamique gagnent en popularité. Notre reporter Cyril Payen s'est plongé dans ce hub islamiste de l'Asie du Sud-Est. Voici son reportage. Voici le commandant Bravo, l'un des chefs islamistes les plus insaisissables des Philippines. C'est dans le grand sud musulman en proie à la violence et à l'anarchie que nous sommes partis à sa recherche. Notre enquête débute dans la ville de Marawi, dite la perle islamique de Mindanao, la grande île à majorité musulmane du sud des Philippines. Marawi est un cas unique dans l'archipel. La vie y est régie par la charia, la loi islamique. Mais Marawi est aussi et surtout une capitale de tous les trafics et du kidnapping que se disputent des barons locaux. Aga Khan Sharif, dit Ben Laden, est l'un d'entre eux. Il est officiellement candidat pour le poste de vice-gouverneur et plus officieusement sympathisant des rebelles islamistes. Ben Laden est un proche de l'homme que nous cherchons. Il a accepté d'essayer de nous mener à lui. La situation est tendue dans son camp de Lanao, parce que lui et ses hommes sont accusés d'avoir organisé une embuscade sur la route contre le maire de la ville. Nous roulons plusieurs heures vers l'est à travers la province de Lanao. Nous passons de nombreux barrages de l'armée, sans encombre. Finalement, la voiture s'arrête dans un hameau perdu. Guidés par notre escorte, nous allons bientôt quitter la route pour nous enfoncer dans les montagnes et disparaître en zone rebelle. La caméra doit s'arrêter de tourner. Voici l'un des hommes les plus recherchés des Philippines, un seigneur de guerre islamiste qui ne se déplace jamais sans sa garde rapprochée. C'est le commandant Bravo, un ancien du front russe en Afghanistan. Et dès le début, il donne le ton. Vous avez de la chance d'être français. Si vous aviez été américain, vous ne repartiez pas d'ici. Si Ben Laden a fait ce long voyage, c'est aussi afin d'obtenir le soutien du commandant Bravo. Bien que vivant dans la clandestinité, son influence pèse sur toute la région. La vidéo de campagne électorale de Ben Laden aborde tous les thèmes chers à la population de Marawi. Défense de l'islam, insurrection, instauration d'un sultanat. Je souhaite ton succès et celui de tous les musulmans. Si Dieu le veut, Dieu est grand. On dit que l'organisation de l'État islamique s'est implantée ici. Quelle est votre réponse ? Oui, il y a des cellules de l'État islamique local implantées ici. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'étrangers présents à leur côté. Nous avons un but commun, la suprématie de l'islam. J'espère que ces cellules nous rejoindront et que nous serons bientôt tous unifiés. Il y a pas mal de jeunes volontaires de la région qui partent combattre en Irak et en Syrie. Mais ils le font de leur propre initiative et seuls. De mon temps, nous ne partions pas combattre en Afghanistan sans en avoir reçu l'ordre. Du coup, ces jeunes combattants sont difficiles à contrôler. Le commandant Bravo nous a retrouvés avec ses hommes dans un camp intermédiaire. Les premiers postes de l'armée philippine sont à moins d'1 kilomètre, mais Bravo tient à nous montrer qu'il règne en maître sur son territoire. Nous sommes nés ici, nous ne partirons pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous protéger. Ils sont tous avec moi sur cette ligne de front depuis l'année 2000. Ici, c'est la victoire ou le martyr. La victoire ou le martyr. Retour de nuit à Marawi avec une escorte rebelle. Il y a 2 jours, il y a eu des meurtres en plein centre-ville. Et en plus, il y a de plus en plus de kidnapping en ce moment. Cette ville est vraiment en train de pourrir. Plusieurs groupes armés dans le sud philippin ont fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Nous avons un rendez-vous discret avec de jeunes militants de Marawi. Ici, nous avons plus de 3000 oulémas. C'est le plus grand nombre de professeurs en religion de toute la région de Mindanao. C'est pour cela que le niveau d'études et de compréhension de l'islam est très élevé ici à Marawi.
C'est aussi pour cela qu'il y a un sentiment anti-impérialiste aussi répandu. Le temps est venu que Manille, l'impérialiste, comprenne la vraie nature de notre combat pour l'autodétermination du peuple moro. Tous ceux qui vivent ici, dans ces 3 provinces, ont la même idée, celle de la suprématie d'un État islamique. Ce sont nos dernières heures à Marawi. Dès l'aube, nous allons quitter cette terre d'islam qui semble dériver chaque jour un peu plus vers l'inconnu. On se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Le soutien et la mise en lumière de la jeune création fait aujourd'hui partie intégrante des missions des grandes capitales de la mode. Eh bien à Paris, la Fédération française de la couture organise depuis 2012 le Designer Apartment, un événement qui regroupe pendant la semaine de la mode les jeunes marques les plus prometteuses dans un showroom géant. L'objectif ? Convaincre journalistes et acheteurs de la créativité des talents de demain. Innovation, création, place à la nouvelle génération. Toutes les grandes capitales de mode aident les jeunes stylistes à s'imposer, s'implanter, défricher de nouvelles façons de concevoir, fabriquer, produire, vendre. Paris ne fait bien sûr pas exception. Depuis 2012, la Fédération française de la couture soutient chaque saison une sélection de jeunes entrepreneurs via le concept Designers Apartment. Pour la saison printemps-été 2017, ils sont 7. Un jeune créateur aujourd'hui va proposer plus qu'un simple vestiaire, il va proposer un produit, un concept, une image, une stratégie. Il doit être hyper fort sur tous les niveaux. Le créateur aujourd'hui, à lui tout seul, est pour moi une sorte de guerrier de la mode, quoi. Après avoir fait ses classes à Paris, à l'école de la Chambre syndicale, chez Hermès, Balmain et Chanel, Marie Marquet crée en 2014 le concept Mini-Me. Sa mode est riche d'imprimés, de couleurs, de motifs, un mix entre Sailor Moon et Alice au pays des merveilles. On a une production en fait qui est made in house, qui est fait à la maison, puisque tout est fait chez nous ici à l'étage du dessous. C'est vraiment une volonté en fait de pouvoir tout contrôler et que tout le savoir-faire reste vraiment entre ces murs. Et même avec les sous-traitants avec qui on travaille, notamment les façonniers ou bien les fournisseurs, tout est vraiment concentré sur Paris et c'est un savoir-faire français. Et elle n'est pas la seule. Hugo Fontaine a 24 ans. Il a suivi une formation de styliste-modéliste à New York, mais il a préféré parfaire sa technique tout seul, de manière autodidacte à Paris. Il défend avec sa marque Frater un minimalisme élégant. La confection est exclusivement réalisée en France pour garantir un savoir-faire et surtout un travail équitable pour tous, une totale transparence. Ce qui donne une authenticité aux vêtements et une valeur ajoutée pour moi. Pour rendre hommage à l'une des plus belles bibliothèques de la capitale, Hélène Timsit appelle sa marque Mazarine. En 2015, elle remporte le Grand Prix de la création de la ville de Paris grâce à un concept novateur, la co-création. Les clientes sont invitées à composer leur propre collection à partir des modèles de la saison. On a quand même beaucoup de coupes qui sont proches du kimono et puis on a aussi beaucoup de ceinturages qui peuvent faire penser aux arts martiaux ou des encolures qui peuvent être un peu japonisants. Le message de Wilfried Lantoine est clair et net. Paris est une ville de mixité. Il mélange dans ses collections les influences qui s'y côtoient. C'est un concept de vestiaire collectif où il s'agit de dépasser la question du genre. J'aime travailler et jouer surtout avec des codes très précis mais vraiment contradictoires. Notamment la féminité qui est contredite avec l'utilitaire ou le minimalisme qui est contredit avec des choses plus chargées. La particularité du concept Designers Apartment est de favoriser les contacts entre marques émergentes, acheteurs et médias. Mélanger les styles pour présenter une offre audacieuse. Sachant que cette offre française, c'est une sorte de puzzle aussi, de mix de cultures étrangères. On accueille aussi des étrangers qui s'installent en France et ça rend riche aussi cette créativité et cette offre de produits. Netchenière est le nom d'une déesse égyptienne, mais aussi celui de la grand-mère de Francisco Terra, née dans le Minas Gerais au Brésil. Après avoir dès 23 ans voyagé en Europe, en Asie, travaillé pour les Nations Unies, il fonde à Paris sa marque de prêt-à-porter.
J'ai aussi une influence très forte graphique parce que voilà, je suis un enfant des années 90, donc le manga, les animés japonais, c'est quelque chose qui font très partie, même aujourd'hui, de mon quotidien. Pour les matières, j'ai des good looks, les gens me disent ça souvent, surtout les commerciales. Je pense que 80% des tissus, ils ont de la soie dedans. Coy Alexander a étudié les beaux-arts à Los Angeles et la mode à Londres. Sa collection de fin d'études est sélectionnée comme l'une des 5 meilleures des écoles londoniennes par les magazines Vogue, Dazed and Confused et Heidi. Il travaille avec Beyoncé, Naomi Campbell et Luc Besson. Il a exposé son travail au Victoria and Albert Museum de Londres, mais il monte sa marque à Paris. J'aime structurer mon travail grâce à des contraintes et des règles, pour être plus concentré et me forcer à explorer de nouvelles choses. Tout est fait grâce à des techniques innovantes, comme l'assemblage avec un pistolet à étiquette, ou des clous, ou des tissages. À 26 ans, le franco-californien Coy Alexander insiste. Pour créer, il ne faut pas s'embarrasser du passé. Si un stagiaire ou quelqu'un qui travaille avec moi a un véritable savoir-faire pour le tressage ou d'autres techniques, je leur demande d'oublier tout ce qu'ils savent ou ils travaillent sur d'autres choses. Parce que je veux que tout soit envisagé d'une manière totalement nouvelle, sans trop emprunter au passé. Les nouvelles technologies, les modes de diffusion sur les réseaux sociaux ont révolutionné les façons de produire et de vendre. Tous les jeunes designers développent des stratégies, pas simplement esthétiques. Ils ne seront peut-être pas forcément sur les canaux que nous connaissons, parce que tout est possible en ce moment. Il y a à la fois une crise et en même temps, dans cette crise, tout est possible. Antoinette Chalumeau a donc monté une griffe collaborative, Side Project. Les gens ont une profession qui leur permet de gagner leur vie et un side project dans lequel ils exercent leur passion. Antoinette Chalumeau fait donc appel au talent de ses non-professionnels pour enrichir sa propre marque qui se déploie du bijou au design d'objets. Une passion qui ouvre de nouveaux horizons. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, en 2017, pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne année à toutes et à tous.